Bien, alors, je vous le répète encore, énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Je peux malheureusement, le sujet est tellement large, il y a tellement de questions par rapport à ça. C'est vrai, et j'aimerais, encore une fois, comme d'habitude, vous nous envoyez des tweets et vous nous demandez pourquoi il n'y a pas des représentants sur ce plateau, des parents d'élèves. Nous les avons contactés. Ils n'ont malheureusement pas pu dégager de temps pour être présents à cette émission. C'est bien dommage, nous aurions bien voulu entendre les parents d'élèves. Donc, mais entre nous, ça va, on peut commencer au moins à essayer à défricher et à comprendre ce qui se passe. On va aller sur le volet pédagogique, hein, parce que c'est quand même important de voir en termes d'enseignement, de qualité, de programme, qu'est-ce qui est fait au niveau des enseignements privés. Est-ce que le ministère joue? On parle de ça après un sujet de Ilyes Sadrini. Face à l'explosion du nombre d'élèves inscrits dans le secteur privé, la question de la réglementation des tarifs devient de plus en plus urgente. La loi 0600, régissant l'enseignement scolaire privé et les textes de son application, contraignent ces établissements à disposer d'un corps d'au moins 80% d'enseignants permanents. Ils sont par ailleurs soumis à un contrôle pédagogique et administratif exercé par l'Académie régionale de l'éducation et de la formation. Le but, veiller à l'utilisation des manuels et des supports pédagogiques. Contrôler des documents administratifs relatifs à l'établissement, à son personnel pédagogique et administratif et aux élèves. Enfin, elle couvre également l'inspection des installations sanitaires de l'établissement et la vérification du bon fonctionnement de l'internat. Par contre, les textes ne prévoient en aucun cas la régulation et le contrôle des frais de scolarité. Ils obéissent à la logique de l'offre et de la demande, ainsi qu'à la qualité des services exigés par les parents d'élèves. Depuis l'adoption du plan d'urgence 2009-2012, l'enseignement privé a bénéficié d'une discrimination positive. Exonération fiscale, prêt à taux préférentiel et formation d'enseignants privés par l'État ont favorisé la multiplication de ce type d'institutions. Particulièrement rentable, le business des écoles privées a de beaux jours devant lui. Non contrainte à la transparence, elles ne publient ni leurs comptes ni leurs profits annuels. L'éducation serait-elle devenue un bien comme un autre ? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je vous ai vu réagir. Vous avez peut-être des choses à corriger. On va le faire, bien sûr. Parlons de l'exonération. Oui, on va y arriver. On va bien dire, etc. Moi, on va prendre ça dans l'ordre, parce qu'il y a énormément de choses à dire, parce qu'on a beaucoup de questions aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui sont là en train de faire des chèques, même peut-être ce soir, parce qu'on leur a demandé de le faire, que ce soit pour les premiers trimestres, avec la cantine, les frais d'assurance. L'assurance. Voilà, on va en parler. Il y a quelques jours, à la radio, un auditeur nous a dit qu'il avait payé 2200 dirhams de frais d'assurance sans que ça soit détaillé. Il y a énormément de pratiques. Aujourd'hui, je vous pose la question à tous les trois. Les pratiques commerciales qui sont en vigueur dans les écoles sont-elles contrôlées, sont-elles régies par un règlement quelconque de la part du ministère? Le ministère, il exerce deux types de contrôle sur les établissements, en tout cas en vertu de la loi 06 qui est maintenant, elle est on passe d'être amendée, réformée. La première mouture a été envoyée au secrétariat général du gouvernement et on nous a retourné cette version. Nous sommes en discussion, pleine discussion dessus pour revoir cette loi qui ne prévoit pas, hélas, le contrôle sur la dimension tarification des établissements. Nous avons toutefois, il y a 2 ans, envoyé une circulaire à tous les établissements scolaires, les sommant d'afficher sur un tableau les prestations et en face la tarification pour chaque prestation. C'est la seule obligation des établissements, c'est d'afficher les prix. Nous avons également, nous coordonnons, il faut le reconnaître aussi avec nos collègues des autres ministères justement, pour une plus grande transparence dans la gestion financière de ces établissements. Ceci dit, ça n'est pas suffisant, je le reconnais ici même. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de revoir, j'en parlais tout à l'heure à Maître Younes, cette dimension tarification, elle est beaucoup plus complexe qu'elle ne paraît en réalité. Parce que la configuration actuelle du secteur ne permet pas facilement d'agir sur cette dimension. Nous avions entamé une réflexion dessus, mais après nous l'avons abandonné et puis nous avons repris dans le cadre d'une étude qui a été financée par la BAD pour justement opérer une classification, une typologie des établissements et sur la base de laquelle nous prévoirons
justement de mettre en place des fourchettes de prix. Parce qu'il y a des complexes, il y a des établissements, nous avons... Si on doit faire un référentiel comme le référentiel référentiel fiscal pas unifié. communautaire. comme, Unifier les pas prix, hein. unifié, mais C'est pas comme ce possible. qui se passe par exemple dans le secteur du tourisme, vous avez les 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, etc. Dans la restauration également, etc. Pour certains secteurs, nous allons nous inspirer de certaines pratiques. Parallèlement, il y a un projet très important maintenant au ministère, c'est les écoles associées. Je voudrais également que vous me permettiez d'en toucher un petit mot. Alors, on y reviendra, on reviendra là-dessus. Alors, vous vouliez rectifier quelque chose, mais en même temps, j'aimerais vraiment parler des prix, parce que là, en ce moment, c'est la rentrée, et beaucoup de gens se posent la question de savoir à quoi ça correspond. Est-ce qu'ils peuvent demander à quoi correspondent ces frais de scolarité et les augmentations de frais de scolarité? Je voudrais d'abord clarifier une chose. C'est que les prix pratiqués par les établissements privés, en général, elles couvrent les frais réellement engagés, enfin, ou les dépenses réellement engagées par les établissements. Parce que les établissements ont à payer les enseignants, ont à faire l'entretien général de l'établissement, ont à payer des frais, des impôts, ont à payer la CNSS, l'AMO et tout le reste. Pourquoi c'est pas payé l'année d'avant? Tout cela, pardon? C'est pas payé l'année d'avant. Ce sont les mêmes charges qui ont prévalu l'année d'avant. Pourquoi une augmentation après? Quoi l'année d'avant? Les charges. Les charges. C'est-à-dire les charges. Parce que ce Maître sont Libar, vous parle des augmentations les charges de frais de 2014 scolarité qui sont les mêmes que celles de non 2015. justifiées. Oui. Qu'est-ce qui justifie l'augmentation? Non, je ne parle pas de l'augmentation, je parle maintenant de tarifs. On parle déjà des frais de Pourquoi les scolarité, on tarifs parlera sont- des augmentations. Je parlerai des augmentations après. Les augmentations, il y a... enfin, je voudrais d'abord terminer avec Allez-y. ce problème de frais, tout court. Jusqu'à 2007, les frais de scolarité étaient à la moitié de ce qu'ils sont maintenant, ou peut-être moins encore. Pourquoi? Parce que jusqu'à 2007, tout le monde, même au niveau de l'État, au niveau du ministère du ministère de l'Éducation, au niveau de la primature, on parlait de l'exonération du secteur de tout impôt. Et les gens considéraient qu'ils n'avaient pas, les gens, c'est-à-dire les responsables de ces établissements, considéraient qu'ils n'étaient pas soumis à impôt. Ce qui n'était pas vrai. Alors, et puis il y a eu des rappels et ils avaient des dettes et c'est au en niveau du fisc. 2007, il y a eu, une grande réunion à laquelle ont assisté tous les membres du gouvernement, le bureau du Parlement, et les représentants des associations des établissements privés pour signer un accord qui engage les établissements privés à payer les impôts. Bon, ce qui est normal. Non, mais je veux compléter. Compléter. À payer les impôts. Eh bien, tout de suite après, des brigades des fiscs ont commencé à faire leur tournée dans les établissements privés. Et ils ont commencé à imposer et à faire des rappels même aux établissements concernés. Bon. Et cela pesait sur, sur ces établissements. Et finalement, quelle était la solution? Il fallait augmenter, les Donc c'est les parents qui ont c'est payé les parents. vos impôts. Eh bien, c'est les parents qui ont payé vos impôts. Absolument. D'accord. Absolument. Bon, Ce sont ok. les parents qui ont payé ces impôts. Ah bon, très bien. C'est comme ça que ça mais s'est passé. Bah c'est dit. Ok, Maître Niva. Écoutez, aujourd'hui, il y a une vérité aussi ébahissante qu'elle puisse paraître. Je ne comprends pas aujourd'hui, parce qu'il faut voir la réalité de ce qui se passe. Et la vérité aujourd'hui, c'est que les parents payent le prix de ce que vous êtes en train d'expliquer, le droit à l'information n'est pas respecté. C'est-à-dire le droit à l'information tel que prévu par la loi. Est-ce que le détail de ces tarifs est expliqué aux parents? Parce que cette relation de méfiance
qui unit les propriétaires d'établissements aux parents, elle est liée à cette confidentialité en quelque sorte qui règne. Est-ce que vous expliquez le détail de ces tarifications? Est-ce que vous justifiez les augmentations? Est-ce que l'assurance, ce qui est prévu d'ailleurs, les deux éléments les plus importants que comporte la loi 0600, c'est le droit aux parents de consulter ou d'être informés sur le détail de l'assurance. Pourquoi faire payer 1000 dirhams alors que la meilleure des assurances ne peut pas dépasser 200 dirhams? On ne va pas me dire... Entre 70 et 300 dirhams en on va fonction dire des 200, garanties 300 qu'un dirhams. enfant peut avoir. Alors pourquoi faire payer 1000 dirhams? Un. Deux, est-ce que le contrat, est-ce que le détail des assurances est soumis, j'irai dans la pure clarté, aux parents? Je n'ai pas connaissance, en tout cas de mémoire, de parents qui se sont vus, Alors, je vous lis un qui ont tweet à ce sujet. consulté un Si le contrat ministère de d'assurance. l'Éducation ne fait rien pour réguler les prix abusifs pratiqués par les écoles privées, qui doit le faire? Pas lui, En c'est principe, pas lui. j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues ici présents, ce n'est pas uniquement le ministère de l'Éducation nationale qui devrait intervenir pour la réglementation, mais il y a d'autres départements qui seraient concernés également et qui ont une expertise dans ce domaine. Parce que nous, la loi prévoit deux types de contrôle. Un contrôle pédagogique pour justement juger de la conformité des pratiques pédagogiques avec le curriculum national, et un autre contrôle qui est de type administratif, là où justement on regarde de près le traitement réservé aux salariés. Est-ce qu'ils ont leur CNSS, est-ce que les salariés sont correctement traités, etc. Ça, on le fait conjointement avec le ministère du Travail. Est-ce que c'est normal? Et la tarification... Je résume beaucoup encore de réactions. Est-ce que c'est normal que l'enseignement privé ou que les prix de l'enseignement privé soient soumis à l'offre de la loi et de la demande? Ça n'est pas normal. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai dit que nous sommes sur la réflexion de diversifier l'offre. Parce que pour votre gouverne et pour information, la seule offre privée au Maroc, c'est une offre lucrative payante, à hauteur de 99%. En dehors des écoles, de certains réseaux, BP, 2 écoles, BMCE, quelques écoles, le réseau des écoles catholiques, etc., qui ne sont pas à but lucratif, OCP, le reste, c'est des écoles à but lucratif et sont payantes, contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux. C'est pourquoi nous sommes maintenant sur une réflexion sérieuse pour ouvrir des écoles dites associées. Et là, nous aurons le droit de participer justement au plafonnement, à la tarification qui sera pratiquée. Et incessamment, vous allez voir que les premières ouvriront leurs portes. Parce qu'en l'absence d'une offre diversifiée, si nous restons sur le seul modèle privé-privé, public-public, nous aurons toujours ce problème. C'est Bouzobin. Je voudrais préciser que j'ai commencé tout à l'heure à vous expliquer. Laissez parler si vous voulez. C'est à chaque fois que vous le coupez, après il reprend au début. Je crois que en parlant de ces frais qui augmentent, etc. D'abord, tous les établissements n'agissent pas de la même façon. Ils sont pas tous. Ça, c'est sûr. Ils n'agissent pas tous de la même manière. Ça dépend des établissements. Il y a des établissements qui se font payer à 300 dirhams par mois. Et il y a des établissements qui se font payer à 3000 dirhams par mois. Ça dépend d'abord du niveau de l'établissement et ça dépend aussi de la mentalité, enfin du choix du dirigeant de l'établissement ou du propriétaire de l'établissement. Tous les établissements n'agissent pas de la même manière. Je peux vous dire tout simplement que même dans le cas où des établissements sont plus ou moins du même niveau, vous trouvez des différences de prix énormes entre les uns et les autres. Mais alors, beaucoup de parents se demandent ce qu'il y a en face, justement. Qu'est-ce qui justifie ce prix-là?
Rien. C'est-à-dire, Il y a la date d'aujourd'hui, celui, c'est le il flou y a total. hein. si Maître vous Hannibal. permettez. Oui, oui, après je vous redonne la parole. Maître Hannibal, vous savez, on a 60 minutes, j'essaie de donner la parole à tout le monde. C'est le flou total. Je dirais les mesures prévues par la loi ne sont pas respectées. Le droit à l'information, qui finalement n'est pas aussi, ne pèse pas lourd hein, pour un établissement privé. On s'engage, il y a des versements qui se font mensuellement. Donc j'aimerais être informé sur d'abord le détail du tarif et puis avez le surtout droit. un certain nombre. Tout à fait. Voilà. Donc il faut faciliter l'accès à cette information. Bien entendu, nous partons du principe selon lequel nous ne généralisons pas. Donc ça c'est sûr, il y a des établissements qui sont corrects, effectivement, il n'y a pas de problème. Sauf que malheureusement, la plupart des établissements, les pratiques sont similaires. Les établissements qui prennent un certain nombre de mesures abusives, ça c'est pratiquement du quotidien, pour ne pas dire mensuellement, il y a un événement. Je dis toujours qui qu'il ne faut ressort. pas généraliser. Non, Parce que attendez. il y a moins- Lorsqu'un il y a- établissement... Il y a plus d'établissements qui augmentent Je vais vous dire- modérément je vais vous donner leurs un frais cas. Je vais vous donner un cas ceux- pratique, parce que finalement, pour ne pas rester dans la langue de bois, parlons de ce qui se passe sur le terrain, dans la réalité. Parce que tout ce beau discours, on essaie de former, tout ça, c'est bon. Mais ce qui se passe dans la réalité, ce que subissent les parents, dans la Oui, réalité, enfin, ça, on c'est Parlons d'un point insupportable. particulier, Un parlons d'un point point très particulier, important. les frais d'inscription qui sont non remboursables. On prend un cas très concret, et ça, j'en ai. GCM sur Facebook, qui nous dit à quoi servent les montants colossaux qu'on nous demande de régler chaque début d'année, et qu'ils appellent frais d'inscription chaque année. Exemple, 6 000 dirhams de frais d'inscription pour une crèche, et souvent, après, c'est dupliqué chaque année. Je reviens juste aux frais d'inscription qui sont payables souvent au mois de juin, et que si jamais, ou avant, et si jamais un parent veut retirer son enfant, n'est pas remboursé. Est-ce que ça, du point de vue de la loi, Maître Hannibal, là je fais appel à l'avocat, est-ce que c'est légal? C'est pas légal, bien entendu. D'abord, c'est pas légal pour deux raisons. D'abord, il n'y a pas de contrat clair. Le contrat dont j'ai parlé au début, c'est un contrat où le principe de la preuve est libre. Donc, il y a un contrat à partir du moment où une prestation ou bien une opération et on peut l'approuver à travers un paiement ou un autre moyen. Donc le contrat existe. Par contre, un contrat sur support écrit qui édicte de façon claire, qui prévoit qu'en cas de désistement, la somme ne sera pas remboursée, le contrat étant la loi des parties, bien entendu, il sera question de l'appliquer. Par contre, en l'absence d'une telle disposition, ces sommes doivent être remboursées parce que finalement, il y aura ce qu'on appelle un enrichissement sans cause. Vous aurez encaisser une somme d'argent avant même l'entame de l'année scolaire suivante, parce qu'il est question de les encaisser avant. Donc il n'y a pas de prestation en face pour pouvoir justifier l'encaissement de ces sommes. Donc je vais revenir à l'exemple de tout à l'heure pour les frais supplémentaires. Oui. Il y a un cas pratique d'une école qui a pris la décision de dire écoutez, si vous venez pas chercher vos enfants à maximum 18 heures, vous serez taxé à raison de 20, 30 ou 50 dirhams pour la garde. Ça correspond à quoi ce genre de comportement? Ça correspond au service rendu, parce que l'établissement est obligé quand même de maintenir en permanence un personnel qui est payé pour un travail. Non, mais je pars du montant. Je parle du montant imposé à la partie en face. Ça veut dire que nous décidons de fixer à X montant l'indemnité ou bien, je ne sais pas comment on va appeler ça, une amende. On la fixe à X, c'est pas une amende. Oui, on va appeler ça. C'est pour couvrir les frais de gardiennage. Donc ça sort du contrat. Je dirais, moi je ne le pratique pas dans tous les cas. Mais ceux qui le font, ils le font pour payer le personnel qui reste avec les élèves. Ça veut dire que le montant payé mensuellement n'intègre pas ce genre de prestations? Ça dépend. Ça dépend des établissements. Je pense juste par rapport aux frais d'inscription et le lié à la pédagogie. Là, j'aimerais vos avis. Quand un élève ne paye pas, et j'ai une question par rapport à ça, de savoir si un élève les parents d'élèves ne sont pas en mesure de payer, on va dire, le prix de la scolarité en cours d'année, que ce soit par trimestre, mensuel, peu importe la manière, est-ce qu'on a le droit d'exclure un élève de l'établissement? Malheureusement, en l'état actuel des choses, non, on ne doit pas l'exclure. On doit le maintenir. On nous répond chaque fois qu'on s'adresse au service
compétent du ministère, on nous répond il faut garder l'élève et si le père ou les parents ne payent pas, vous pouvez aller à la justice et, et les poursuivre. Je veux entendre le ministère. Vous êtes en train de chose que nous trouvons aberrante. S'il vous plaît. Elle n'est pas aberrante du tout. Alors, le ministère, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est respecté? Est-ce que le droit à l'éducation passe avant Je voudrais compléter ce qui a été dit tout à l'heure. Les parents ont le droit d'être informés sur la prestation et le prix de la prestation. Non, mais entre le droit et le fait qu'il le soit, c'est autre chose. Ils ont le droit de l'exiger parce qu'il y a une montée quand même du consumérisme maintenant. Nous avons avec nous des gens qui parlent. Par le passé, il n'y avait pas ce genre de comportement. Ça commence. Maintenant, la société évolue. Moi, j'ai participé au moins à 2 émissions, 3, où on a avec nous des gens qui défendent le consommateur. Donc, les parents ont le droit, ils ont le droit d'exiger également un reçu. Parce que même, si vous le confirme, même le fils, quand il y a un redressement, ils reviennent au reçu. Donc, c'est important. 2, pour cette question d'exclusion des enfants, nous, au ministère, on ne l'accepte pas tout simplement parce que ça va à l'encontre du droit de l'enfant à l'instruction. Et puis, n'oubliez pas que nous sommes toujours dans le cadre des services publics. Même dispensé dans un établissement privé, c'est un service public qui relève du monopole de l'État. Et donc, on délègue à quelqu'un. C'est un service public délégué, c'est ce que j'ai dit oui, dans mon introduction. Oui, c'est un service public rendu par un privé, mais ça reste un service public. D'où l'impossibilité pour nous, en tout cas, d'accepter qu'on renvoie un élève en milieu d'année parce que ses parents, soi-disant, sont incapables de s'acquitter de... Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, et aux gens qui nous regardent, on fait la différence, le concrètement, une école n'a pas le droit d'exclure un élève si jamais il y a des problèmes de paiement. Voilà. Ceci n'est pas un appel à ce que des gens abusent de ce droit et de ne pas payer les écoles privées. Ce n'est pas ça l'esprit. Nous, on fait le distinguo entre l'enfant et les parents. Les parents qui sont les tuteurs, et ils peuvent être poursuivis pour, justement, non-recouvrement de sommes dues. Par contre, l'enfant de 6 à 15 ans, c'est un enfant qui doit être à l'école. Il n'a pas de place ailleurs. Maître Anibar. Je confirme effectivement en rajoutant que la jurisprudence, les tribunaux ont eu l'occasion de se prononcer sur cette question. Il y a eu des cas qui sont allés au tribunal. On a affirmé ce principe selon lequel l'éducation ou bien même la formation est un droit. Donc ce n'est pas un privilège, on n'est pas dans une relation commerciale. Et sur le terrain. Je vous pose la question, les écoles, est-ce qu'elles jouent le jeu ou pas? Jusqu'à présent, ce ne sont pas des cas. Le nombre de ces cas reste des cas isolés. Et puis, j'imagine que le responsable de l'établissement tient compte de la situation dans laquelle se trouve le parent lorsqu'il ne paye pas. Très souvent, les parents expliquent pourquoi ils ne peuvent pas payer. Ils viennent l'expliquer. Un cas de maladie qui empêche la personne, un cas de licenciement, un cas de décès, de séparation de parents. Il y a plusieurs. Mais bon, vous nous confirmez que c'est un service public et le droit à l'éducation est censé le primer. Il nous reste quelques minutes. Pourvu que ça ne. Il nous reste quelques minutes. Je sais que 60 minutes, c'est très court, messieurs. Il y a beaucoup de questions. Vous m'avez pas répondu à une question que j'ai posée tout à l'heure par rapport à qui peut ouvrir une école. Parce que ça va nous faire revenir à la pédagogie très rapidement. Je vais vous répondre parce que ça figure dans la loi 06. Toute personne physique ou morale, ça a été dit tout à l'heure par M. Younes, peut ouvrir une école. Ceci dit, il n'a pas le droit d'exercer les fonctions de directeur pédagogique. Il y a le fondateur est une chose, le directeur pédagogique, il doit justifier d'un certain nombre de qualifications académiques, pédagogiques, etc. Donc nous, notre interlocuteur en réalité, c'est le directeur pédagogique. Et c'est lui, normalement, qui devrait. Mais malheureusement, des fois, dans certains cas, le directeur pédagogique n'exerce pas ses pleines fonctions. Il n'a pas les pleins pouvoirs dans l'établissement. Et par la même occasion, je voudrais rappeler une chose que je ne cesse pas de répéter aux collègues qui sont investisseurs dans les écoles privées ou les propriétés d'écoles privées. Justement, l'idée de l'exonération qui a été à tort considérée comme un acquis par certains opérateurs, c'est elle qui a encouragé plusieurs personnes qui n'ont rien à voir avec le secteur à venir investir dans ce secteur. Alors que le secteur, elle est obligée, tout comme tous les secteurs,
à payer ses impôts. C'est parce qu'on a compris à un moment donné que le secteur est exonéré que plein de gens qui sont venus de plein de métiers qui n'ont rien à voir avec l'éducation investir dans l'éducation. C'est le cas? C'est un bon business? Une école privée? On gagne beaucoup d'argent? Moi, je dis plutôt que c'est une excellente occupation. Parce que c'est un domaine social, c'est un domaine, je dirais, d'intérêt national. Je ne crois pas que les gens investissent uniquement pour gagner de l'argent. Ils investissent aussi pour rendre un service à eux-mêmes, bien sûr, mais aussi à la nation. Vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens, à mon avis, je n'ai pas lu tous les tweets. Je dis qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. D'accord. Enfin, évidemment, il y a des profiteurs qui augmentent incessamment les frais de scolarité, qui exagèrent les frais d'assurance. Comment on contient, comment on contrôle, comment on sanctionne ces gens-là? Ceux qui pratiquent... qui font ce dont vient de parler pour le M. moment, Bouzouba. ils ne sont pas sanctionnés, tout simplement. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure... C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il y a les redressements du fisc maintenant qui opèrent sur un échantillon de 10% chaque année, etc., à l'échelon national, etc. Mais nous, en tout cas, on l'avait partagé, nous sommes sur la mise en place d'un modèle également d'école associée où l'État siège dans le tour de table. Mais le temps que cette réflexion aboutisse... Non, ce n'est pas une réflexion, c'est une action... Tout à l'heure, vous avez parlé du... Non, c'est la réflexion pour la loi. Voilà. Pour les écoles associées, c'est une mesure prioritaire où peut-être elle entrera en vigueur cette année. Voilà, ce sont des gens qu'on ne peut pas sanctionner parce qu'ils violent une loi qui n'existe pas. Ils violent une loi de moralité, une loi morale. Oui. Voilà, vous êtes investi d'une mission, vous êtes censé avoir un minimum de moralité dans votre comportement vis-à-vis des parents. Malheureusement, nous assistons à un phénomène même pour la fonction publique, quand on parle de Moroa, allez-y la définir ou allez-y en tracer les contours en français, c'est difficile. L'ONU, je lis un tweet de Mohsin qui nous dit: l'ONU a rappelé au Maroc que l'éducation est un bien public. Est-ce qu'il est toujours un bien public? Lorsqu'on parle de tout ça, lorsque vous me dites que c'est les sanctions, c'est le fisc qui le fait. Non, un bien public, ça veut dire que le contrôle de l'État doit être présent. C'est ça. Mais on parle aujourd'hui, il y a le secteur de l'enseignement privé. Effectivement, il répond à un besoin. Heureusement d'ailleurs qu'il existe. Parlons de façon concrète. Sauf que l'État doit jouer son rôle de régulateur. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il y a cette loi 0600. Vous connaissez une citation que j'ai l'habitude de prononcer à cet effet, c'est l'assurance incendie pour les Esquimaux. C'est un texte qui ne répond nullement aux attentes. Il y a deux articles importants, deux articles sur 36 ou 37, c'est la possibilité d'accéder ou bien d'avoir le détail du contrat d'assurance et puis le contrôle qui est fait par l'Académie régionale sur Cette loi, elle date de 2000. Oui. C'est pourquoi d'ailleurs, parce qu'en 2000, nous avions que quelques établissements, centaines d'établissements, nous sommes sur 4000 maintenant. C'est pourquoi cette loi elle est obsolète par rapport à la réalité actuelle, d'où la nécessité de l'amende. Et d'ailleurs, ça figure dans le rapport du Conseil supérieur qui reconfirme... J'aimerais finir sur la pédagogie. Alors c'est vrai que ça va être dur en vraiment quelques minutes, puisqu'il doit nous rester 4 minutes. Là, le contrôle des programmes. Beaucoup de parents aussi se posent la question sur l'harmonisation des programmes entre tel établissement privé. Il y a des établissements qui sont bilingues, il y a des établissements qui sont même trilingues, d'autres qui ont... comment se fixent les programmes pédagogiques au sein des établissements d'enseignement privé? Les établissements privés appliquent d'abord les programmes officiels du ministère de l'Éducation nationale. Maintenant, l'établissement, selon les établissements, il a la possibilité, selon la loi 0600, il peut ajouter autre chose. On peut
ajouter un horaire de français, on peut ajouter des activités parascolaires. Et c'est soumis à l'approbation du ministère de l'académie. Oui, mais la loi, elle commission parle régionale. de garder l'orientation de l'État. On garde l'orientation parce que nos enfants, dans tous les cas, curriculum. ils doivent passer les examens Ils passent qui les sont examens organisés marocains. par le ministère. Ouais. Mais on Oui, ne peut tout pas à fait. faire autrement que de les préparer à ces examens. Mais on leur donne un peu plus, un plus, selon les établissements. Il y a ceux qui donnent plus 10, ceux qui donnent plus 20, plus 30 peut-être. Voilà, à peu près ce Alors, qui je peut vais vous arriver. faire réagir. Mais moi, je voudrais revenir sur... S'il vous plaît, rapidement. Allez-y, oui, allez-y. parce que je crois que le citoyen ne sait pas que le citoyen qui scolarise ses enfants au public ne sait pas que l'État paye pour lui autant que ce que un individu qui scolarise ses enfants au privé. Voire parfois un peu plus. Eh ben, ils vont Parce être, que, ils vont être parce contents qu'on de le sent, l'entendre. ils ne le sentent pas. Ah, les salaires parce sont que pas les mêmes. Ils ne sentent pas, ils ne mettent pas leurs mains dans la poche pour payer. Mais c'est l'État qui paye. Mais lorsqu'on se réfère à des études qui ont été faites par le ministère ou par des bureaux d'études, voire par la Banque mondiale, d'éducation. eh bien, on constate que quelquefois, ce que dépense le ministère pour un élève est bien supérieur à ce que Alors, comme je l'avais paye dit, un parent dans un établissement privé. Je rappelle qu'on est en direct, vous avez été très nombreux, j'ai pas pu tout lire. Hein. On continuera les discussions sur les réseaux sociaux. En tout cas, juste pour illustrer ce que vous avez dit, Rachid nous dit je paye mes impôts à l'État, mais pour éduquer mes enfants, c'est pour le privé, se soigner, c'est pour le privé, et il faut se débrouiller. Bref, voilà, je voulais juste finir là-dessus pour illustrer ce que vous avez dit. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion. À demain.